Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve comme prévu pour débriefer ce match de l'OGC Nice, cette défaite, cette fin de série. Pas mal de choses à dire ce soir. Et puis, vous l'avez vu, voilà, un petit changement d'habillage d'émission, des nouveaux invités, bref, le vent de fraîcheur de 2025. Romain, bien sûr, naturellement, est là. Hein, on change pas, on change pas les habitués. Je salue Romain, fidèle lieutenant de l'émission, déjà dans un premier temps. Salut Romain, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien. Et toi, Pancho, bonne année et bonne santé. C'est vrai qu'on s'était pas vu depuis 2025. Très bonne année à toi et Ah très bonne oui. année à vous également, Et les gars. Euh, aux deux autres aussi, à Nathan et à Monsieur le Lillois. Guillaume, Merci. notre invité Guillaume. lillois, et puis tu l'as dit, Nathan Rochefort, supporter de l'OGC Nice déjà, vraiment une très très bonne qualité, journaliste également chez Nostalgie Côte d'Azur. Nathan, est-ce que tu peux rapidement te présenter pour ta première dans l'émission et ton rapport un peu à l'OGC Nice? Bah écoutez, messieurs, déjà bonne année, hein, meilleurs vœux. Donc déjà, moi, ça me fait super plaisir d'être là ce soir. Pour ma part, voilà, je suis en fin de troisième année d'école du journalisme à Nice. Et voilà, j'essaie à côté de travailler avec des médias, donc Reading Radio. Là, je suis chez Nostalgie Côte d'Azur en stage. Et aussi chez Afterfight, ça c'est les sports de combat. Du coup, les Niçois, vous savez qu'il y avait l'arrêt hier. Donc là, j'ai un peu les rides, mais parce que c'était une belle soirée au Nikkei, justement. Et voilà, du coup, j'ai la chance pour le gym de couvrir les rencontres à domicile. Donc là, on a hâte déjà de Nice-Marseille. Et aussi, on est là pour débriefer ce Nice-Lille. Et naturellement, bon, Lille-Nice, défaite certes, mais on avait quand même l'envie et le besoin d'avoir cet aperçu un peu lillois. Et j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Leroy, supporter lillois. Et également, Guillaume, je te laisse un peu te présenter et je te salue. Merci. Bonjour à tous. Donc à nouveau les meilleurs vœux donc depuis les Hauts-de-France. Et donc moi effectivement je suis supporter du LOSC depuis une vingtaine d'années. Je suis un supporter comme tout le monde et le hasard a fait que j'ai pu un peu faire mon trou donc chez BFM Grand Lille. Dans une émission qui s'appelle Cop Nord, qui est une émission les lundis soirs de trois quarts d'heure qui revient sur les matchs du week-end de Lille et Lens. Et également, voilà, de quand BFM ou via le groupe RMC des diffusions match, de faire les avant-matchs, mi-temps ou après-match, à l'image de Liverpool-Lille qui arrive mardi, donc on fait une spéciale BFM. Et en parallèle, j'interviens également sur Ici Nord, soit effectivement sur les avant ou après-match, les appels auditeurs, où je suis régulièrement appelé et il m'arrive également d'intervenir donc dans une émission chez Ici Nord s'appelle Ici Lille, Ici Lens. C'est plus récent, j'ai fait l'émission une fois, ça devrait être amené à se refaire. Mais voilà, donc un petit volet, alors pas journalisme comme Nathan, mais voilà, un peu dans effectivement une petite activité Savoir, médiatique je voulais forte. savoir un peu ce qui. Oui, Lillois. ouais. Non, non, en fait, c'est une blague à la con, c'est Non, juste mais pour attendre tu Pancho. peux, moi, Lens, c'est mon équipe préférée, mais plutôt dans le championnat amateur, tu vois. Donc, donc, euh, donc voilà, Non, parce mais que on comme est, t'as dit que on est beaucoup. Oui, t'intervenais sur BFM Lille et tout, voilà, je oui. voulais, s'il y avait trois personnes de BFM Lille qui regardaient, je voulais qu'ils sachent que tu étais supporter lensois, comme ça, tu te faisais virer, et comme ça, c'était très Oui, bien. pardon. Oui, en fait, sur le plateau, si tu veux, en émission, il y a deux supporters de Lille et deux supporters de Lens. Donc, si tu Ah veux, de ouais? temps en Ouh. temps, on se met, on s'envoie quand même En quelques but. petites pralines bien gentilles en pleine émission, tu vois. Donc, Hmm. mais je pense que c'est une équipe en laquelle on peut facilement s'identifier. Moi, ça me rappelle un peu mes matchs du dimanche matin. Tu sais, les erreurs techniques, où tu tires au-dessus ou à côté, les mecs qui arrivent bourrés à l'entraînement après carnaval. Enfin, Le merguez tu vois. frites à midi. Non, petit déjeuner, Nathan. Voyons. On est, on est Ah, c'est pas mal. on est de retour. Je l'espère pendant toute la durée Surtout toi. de l'émission. Oui, j'espère. Bon, Surtout toi, parce que nous, on était là. oui, oui, non, Non, mais je vous remercie en tout cas c'est l'autre d'avoir assuré cette transition-là. Comme quoi, à l'OGC Nice, on peut assurer les transitions et pas que sur le terrain. Merci pour vos présentations. On va tout de suite aller Aïe, sur aïe, aïe. sur un sujet d'actualité. Non, mais vas-y, continue. Peut-être que c'était le.
Euh, Il y avait un petit lag, quoi. L'actualité, c'est également une information sortie dans le Parisien tout à l'heure, et bien dans la soirée, avec la vraisemblable arrivée du côté de l'OGC Nice de Baptiste Santamaria du Stade Rennais pour un prêt avec option d'achat romain. On savait que l'OGC Nice était plus ou moins à la recherche d'un milieu de terrain. C'était sorti il y a 2 3 semaines, il me semble, sur les réseaux, pas de façon, on va dire, officielle. Santamaria, c'est un joueur qui joue au Stade Rennais, qui est, on va dire, un peu dans le loft des joueurs qui ne sont plus utilisés par Sampaoli. Qu'est-ce que ça t'inspire déjà, cette arrivée par rapport à la modalité de transfert et surtout le poste finalement, un milieu de terrain plutôt box-to-box et qui connaît bien la Ligue 1 depuis ces années angevines. Bon, ça peut faire que du bien. On était un peu dépourvu dans ce secteur. Comme le révèle le Parisien, il y a la blessure de Rosario. Ndombele qui est rentré, je suis sûr qu'à la base, il était pas prévu pour rentrer, pour jouer. Donc là, de valide, on n'avait que Boudaoui. Donc forcément, bah, au bout d'un moment, faut avoir une idée. Et je trouve que le prêt avec option d'achat sur Santa Maria, je trouve que c'est un peu un coup comme on a fait à la Sanson. Je pense, hein, un mec sûr, une valeur sûre de la Ligue 1, 29 ans, il me semble que j'ai vu. De l'expérience, voilà, et je pense qu'il a typiquement le profil de ce que veut apporter Eze à l'équipe. Donc un mec il fait les efforts, assez, enfin de ce que je me souviens, mais assez à l'aise techniquement. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne pioche. Maintenant à voir, mais j'espère que ça va se faire au plus vite, quoi. Nathan, quel est ton ressenti toi sur ce deal et est-ce que finalement ça ne condamne pas aussi un Isiaga Kamara qui, malgré les absences, ne voit pas son temps de jeu pour le coup nettement évoluer dans le 11. Bah, c'est vrai qu'il avait eu, il me semble, deux, trois petites apparitions, aussi en Coupe d'Europe. Mais là, c'est vrai que on l'a vu, parce que on sait que bah, malheureusement Pablo Rosario s'est blessé contre Lille, et que quand même, pour avoir un peu de choix sur le banc, ça permet aussi quand même de respirer ce possible transfert. Donc je pense que c'est forcément une bonne chose. Bon, on sait qu'il est plutôt dans un registre défensif, comme on l'avait dit avant l'émission. Donc c'est vrai que pour solidifier le milieu, bah, ça peut être qu'une bonne chose. Mais à voir. Ouais, effectivement. Alors, plusieurs questions. Déjà, la valeur le montant de l'option d'achat, est-ce que c'est sorti? Et qui Non, paye non, le non, non, salaire? non. Hmm. Nathan? Tu disais, Ouais. tu disais quoi, Qui Nathan? paye, qui paye le salaire du coup, s'il est en prêt comme son achat. Oula. Alors là, moi, je sais pas. C'est Ouais. Ça, intéressant je ça. sais pas. Ça, c'est le genre de Hmm. détail en plus qu'on sait que trop rarement. Bon, Hmm. en tout cas, on fera sans doute un numéro de présentation comme on a l'habitude pour apprendre à découvrir Santa Maria si effectivement il est amené à signer officiellement à l'OGC Nice pour cette demi-saison, voire un peu plus. Avant de s'attaquer au match et à ce qui nous intéresse, j'aimerais quand même qu'on puisse avoir des éléments de contexte sur notre adversaire, le LOSC, qui cette année vit quand même une saison assez formidable, Guillaume, puisque on l'a dit avant le début de l'émission, troisième place au classement actuellement, huitième dans cette phase de championnat de Ligue des Champions, et surtout ça intervient après 2 années de Paulo Fonseca qui ont été quand même assez intéressantes footballistiquement parlant. Genesio prend la relève et là on est au-delà de certaines peut-être espérances, certaines attentes, j'allais dire. Enfin, quel est ton ressenti un peu sur cette situation-là? Tout va bien du côté du LOSC, invaincu depuis septembre et cette défaite contre le Sporting. Euh, Tout va bien à Lille. Tout va bien effectivement dans les grandes lignes, donc je reviens effectivement pour l'anecdote quand on a su que Paulo Fonseca partait. Le président Létang n'a reçu qu'un seul entraîneur. Ça a été Bruno Genesio, donc en fait c'était un choix vraiment réfléchi, je dirais, du côté du club. Même si on avait un peu l'impression sur le moment d'y perdre un peu au change par rapport à Paulo Fonseca, mais c'est vrai qu'il a trouvé ses gammes assez vite. On a vite assez bien démarré, notamment se qualifier en Ligue des Champions avec 4 matchs de barrage sur le mois d'août qui est pas, ce qui est pas rien. Alors, médiatiquement, on parle beaucoup aujourd'hui, effectivement, de cette série d'invincibilité. Néanmoins, avant la victoire de vendredi, on restait sur une période un peu plus difficile de 4 matchs, de 5
4 ou 5 matchs sans victoire, avec que des matchs nuls et une qualification en Coupe de France, je dirais assez laborieuse à Rouen, juste avant les fêtes. Donc oui, tout va bien. Néanmoins, je pense que le plus grand ennemi de Lille, c'est Lille himself. On est arrivé à plusieurs reprises, on se prenait les pieds dans le tapis au moment de passer le troisième au classement, ce qu'on a pu faire samedi, profitant du faux pas de Monaco, je dirais à Montpellier. Voilà, donc ensuite on a quand même des problématiques là, dans le cadre du mercato avec deux joueurs importants et non des moindres qui arrivent en fin de contrat, Jonathan David et Angel Gomez pour les citer. Donc aujourd'hui, ce que je disais sur Isinor vendredi soir, je pense qu'il faut prendre match par match, pas forcément arrêter de faire une fixette sur cette série d'invincibilité, parce que elle va certainement s'arrêter un jour. Mais en tout cas, oui, la saison est belle. On a battu le Real Madrid. On est huitième de la Ligue des Champions. C'est un peu inespéré. Oui, c'est une saison qui est vraiment. On n'aura pas tous les ans des saisons comme ça. Je veux dire, même si on est très régulier sur le l'autre classement depuis quelques années. Oui, et puis aussi ce qui a noté, les gars, Romain ou Nathan, c'est que Lille arrive à être performant en championnat et arrive aussi à enchaîner en Ligue des Champions. Et pour autant, il y a eu aussi une cascade de blessés pendant un temps qui aurait pu effectivement compromettre, La chose. effectivement le double tableau, à savoir être performant en LDC comme en championnat. Ouais, non, ben c'est un club français qui fait plaisir parce que ils sont performants en Coupe d'Europe. Les matchs qu'on voit de Lille, franchement, moi je me régale. En Coupe d'Europe, il y a de l'intensité, il y a de l'envie. Enfin voilà, ça joue au ballon. Et en championnat pareil, c'est constant, même si c'est vrai que sur les plus de 20 matchs, je crois, sans défaite, je crois qu'il y a la moitié de matchs nuls. Donc Oui, ouais. c'est pour ça que même moi, ça m'a étonné, parce que quand j'ai vu le classement, je me suis dit, ouais, c'est bizarre quand même. Et en fait, après, j'ai entendu la stat où il y a la moitié de matchs nuls. Donc c'est vrai que ça se voit peut-être pas trop, mais pour la confiance et tout, de pas perdre un match, c'est bien. Et en fait, là où je voulais intervenir quand tu disais, Guillaume, tout à l'heure, ça va pas durer éternellement. Nous, l'année dernière, quand on a eu notre série d'invincibilité, mine de rien, au moment où on a perdu cette invincibilité, enfin moi personnellement, j'ai cru ressentir un petit peu dans le groupe, enfin je sais pas, les matchs ils étaient différents après. Donc je pense que tant qu'elle dure, Notre ça moral. donne, ouais voilà, et ça donne en fait un challenge en plus aux joueurs, et en fait ça va les booster. Donc non, pourvu que ça dure pour eux, parce que dans le haut de tableau, de toute manière. Lille, c'est le club que moi je préfère. Et après voilà, et j'aime beaucoup leur coach. Et d'ailleurs, quand il était soi-disant pour parler avec Nice, à la base, je préférais Genesio à Aise. Mais dans les deux cas, de toute manière, je pense qu'on a je pense quasiment les deux meilleurs coachs français à la tête de nos clubs. Et messieurs, eh bien, l'objet également de cette émission, ce qui nous intéresse forcément, c'est ce match qui s'est conclu eh bien, par une défaite niçoise 2-1 sur le terrain de Lille, la Decathlon Arena, Guillaume, si je ne dis pas de bêtises. Euh, C'est en Europe, Decathlon Arena, ouais. voilà. Défaite 2-1 avec, on va y revenir, une mi-temps plutôt niçoise à l'avantage des hommes de Francaise et puis une deuxième mi-temps plutôt lilloise avec eh bien, un manque cruel de réalisme offensif qui laisse des regrets à l'OGC Nice. Romain, ton mot un peu de la rencontre, qu'est-ce que tu as pensé un peu de ce match-là? On a vu pas mal d'analyses, de gens qui commençaient à être un peu, on va dire, euh, pas inquiets, mais à se dire, bon, bah finalement, c'est pas pour nous la LDC. Comment est-ce que tu te situes par rapport à ce match-là et par rapport à la prestation de l'OGC Nice? Alors moi j'ai trouvé la prestation contre Lille. Première mi-temps excellente, donc bon, il y a rien à redire. Le seul problème, enfin non, on peut pas dire excellente, on va dire très bonne, du fait que tu concrétises pas tes occasions. T'as t'as 1000 fois la balle du 2-0 et tu la mets pas au fond. Donc Chevalier fait de beaux arrêts, Rosario qui loupe sa tête.
Ndombele à 1 mètre de la cage qui la met sur la barre. Enfin, voilà, il y a des choses positives à retenir, mais le gros négatif, c'est ce réalisme qui nous fuit quand même depuis le début de la saison sur certains matchs. Et après, seconde mi-temps, là où ce qui m'a un peu énervé sur les réseaux, deuxième mi-temps, tu joues avec un Ndombele qui est, je pense, même pas à 50% de ses capacités. Je pense qu'il était sur le terrain, mais vraiment, à la base, je pense qu'il devait même pas rentrer. Et puis Belgique, Donc, logiquement, t'es même pas apte à jouer. non, mais voilà. Et en plus, avec le coup qu'il avait reçu, etc., je pense que de toute manière, il devait pas jouer ce match. Il l'a mis sur la feuille parce que bah, vraiment, bah, en cas de coup dur, bah, le coup dur, il est arrivé au bout de 10 minutes, je crois. Donc, je pense que ça a fait chier tout le monde. Et en deuxième mi-temps, quand tu perds un de tes deux milieux, enfin, perds physiquement, bah voilà, c'est plus la même chose. Faut pas oublier que Lille était à domicile. Donc, au bout d'un moment, bah, c'est quand même une grosse équipe de notre championnat. Donc, fallait s'attendre à ce qu'ils poussent. Donc, ils nous ont maintenus, ils nous ont étouffés. Mais pour moi, ils n'ont pas été dangereux. Ils ont été dangereux une seule fois sur leur but. Parce qu'après, le corner, pour moi, c'est lunaire ce qui s'est passé. Mais bon, après, c'est le football, hein. Mais c'est lunaire. Et donc, quand on me dit que Nice, Romain, ouais, c'est lunaire, mais ça prend place quand même sur 15-20 minutes où Lille nous marche dessus. Enfin, je mais, veux dire, c'est provoqué, tu vois. mais ils nous marchent dessus, d'accord, mais ils sont pas dangereux, Pancho. Comme j'ai dit au bout d'un moment, à 2-1, c'est nous qui avons la balle du 2-2, c'est pas Lille qui a la balle du 3-1. Donc, je veux bien qu'on nous roule dessus, mais quand on te roule dessus réellement, ça canarde de tous les côtés. Boulka, il n'a pas eu un arrêt à faire en deuxième mi-temps. Pas un arrêt à faire. Donc, je veux bien, c'est très bien qu'il nous ait mangé au milieu de terrain, etc. Mais pour moi, si le but, bon, parce qu'il est largement évitable, on y reviendra, mais si tu te prends pas ce but, bah, après, bon, on va pas refaire le match. Mais même en se prenant ce but, pour moi, il y avait aucun danger. Ouais, tu te fais maltraiter, mais tu te fais maltraiter par une des meilleures équipes de Ligue 1, qui a un super parcours en Coupe d'Europe, qui est à domicile. Bah, qu'est-ce que tu fallait s'attendre à quoi? Et au bout d'un moment, c'était sûr hein, qu'ils allaient réagir. Hein. On n'est pas, enfin voilà, on n'est que Nice. Hein. Donc, euh, donc voilà, moi j'ai trouvé les critiques sévères et moi j'ai trouvé ce match plutôt encourageant parce que je trouve qu'il y a des schémas de passe qui sont de mieux en mieux, enfin qui sont beaucoup plus, qui sont mieux huilés, on va dire. Et, et je trouve que même défensivement, on est moins, on est moins friable qu'il y a quelques mois. Donc moi voilà, je suis frustré, mais vraiment pas inquiet. Voilà. Frustré Désolé pour la longueur. et pas inquiet, il n'y a pas de souci, Romain. Nathan, tu te situes comment par rapport à ça? Perdre à Lille, finalement, c'est pas non plus on va dire un accident de parcours. C'est une des grosses cylindrées cette année du championnat. Dans le contenu, effectivement, on fait une première mi-temps qui est plutôt intéressante. Ce qu'on peut regretter, finalement, c'est que Lille n'a pas eu vraiment a haussé considérablement son niveau de jeu en deuxième mi-temps pour finalement nous planter deux banderilles et nous qu'on n'ait pas su vraiment réagir pour tenter de ramener ne serait-ce qu'un point. Bah, complètement, parce qu'en fait, c'est pas le LOS qui a vraiment haussé son niveau de jeu, c'est plutôt Nice qui s'est un peu effacé, il faut le dire, après la pause. Peut-être affecté par le fait qu'il n'ait pas pu inscrire son deuxième but avant de rentrer au vestiaire. Mais même, on parle du circuit de passe. Si on regarde en deuxième mi-temps, ce qui marchait en première avec, vous savez, les longues transversales vers la board qui remise, vers Guessant ou autre, et ben, ça a bien marché en deuxième, où les circuits de passe, c'était beaucoup plus prévisible. Et c'est vrai qu'on était en manque de solutions, tout simplement. Et c'est pour ça que c'est assez dommage. Mais par contre, je pense qu'il faut vraiment tirer des positifs des 30 premières minutes, parce que ce qu'a proposé Nice, comme l'a dit notre ami Lois, c'est que c'est vraiment la meilleure équipe à l'extérieur qui est donc arrivée au Decathlon Arena. C'est-à-dire que de ce que tu nous as dit tout à l'heure, c'est ça, c'est que Nice a fait la meilleure, enfin, tu as eu du stade, tu as eu l'impression que Nice fait vraiment une super performance, et c'est d'ailleurs la meilleure performance de l'année d'une équipe à l'extérieur en terre lilloise, ce que tu nous as expliqué.
Oui, c'était mon ressenti, je le développerai un peu après, Voilà. après ton passage, mais oui, Donc, en tout cas sur la première mi-temps, Nice m'a fait une très grosse impression, oui. voilà, je pense qu'il faut qu'on retienne le positif de ces 30 premières minutes et qu'on retienne aussi que, en deuxième, peut-être qu'en termes de rythme, on était moins dedans avec, voilà, toujours ces problèmes de banc. Tanguy Ndombele qui est diminué. Peut-être que Boudaoui est aussi un peu fatigué, usé par son usage récurrent. Et moi, c'est ce que je retiens de la rencontre. Guillaume, justement, pour toi, la réaction lilloise, est-ce que c'était vraiment une réaction, comment tu l'as ressenti, qui était vraiment importante, ou est-ce que vraiment tu as senti du stade que Nice avait baissé le pied pour justement encaisser 2 buts en l'espace d'une grosse dizaine de minutes, 10-15 minutes, et finalement avoir du mal à revenir parce que il y avait peut-être la possibilité de revenir à 2 voire 3-0 finalement à la mi-temps, tant les situations ont été chaudes et bien sauvées par Chevalier en première. Pour moi, il y a plusieurs choses. On est le début de première mi-temps. Il y a deux paramètres. Le fait qu'on a eu du mal à rentrer dans le match, je pense encore la tête qualification à Marseille 3 jours plus tôt. De rien pour ça, les gars, ça nous fait plaisir. Ça, c'est cool. Ensuite, il y a le fait que vous avez démarré pied au plancher. Vous avez mis un Régime. train d'enfer, je dirais, et à un tel point, alors très clairement, le Chevalier sort très vite deux très grosses parades. Le but arrive à la demi-heure de jeu. Il est logique, hein, le 0-1. Faut pas. Nous, des tribunes, c'est purement logique. Euh, mais au fur et à mesure, on a commencé à revenir un petit peu aussi. Je pense que le tournant, c'est ce que je vous disais, c'est que vous mettiez, vous tiriez sur la barre là, avant Juste la avant la mi-temps, parce qu'à pause. 0-2, c'est plus la même. Mais à 0-1, j'étais pas inquiet. C'est ce que je disais, j'avais pronostiqué 2-1 avant le match. Et je préférais qu'on soit mené 1-0 à la mi-temps que nous qu'on mène, parce qu'on a le défaut après de se faire rattraper, etc. Et le début de seconde mi-temps m'a donné raison, parce qu'en fait, très vite, je pense que Genesio a reboosté les troupes comme il sait le faire. Pense qu'en fait, vous avez tenu aussi, vous avez été, je pense, en sur-régime d'un point de vue Ouais, physique, voilà. qui fait que vous avez un peu baissé et nous, on montait en puissance. Donc, on met nos deux buts un peu, effectivement, coup sur coup. Euh, je pensais pas que le score allait rester à 2-1. Je Mhm. pensais que ça allait rebouger. C'est vrai qu'après, il n'y a plus énorme d'occasions, même si L'occasion. sur la fin, vous en avez une Mhm. dans les dernières minutes, ça passe tout juste à côté. Si c'est dedans, c'est pareil. Après, c'est ce que je disais aussi, je sais plus si on était en antenne ou pas, mais de l'extérieur, vous avez le point fort, c'est que vous avez une équipe qui attaque ensemble et qui défend ensemble. Nous, notre équipe était complètement coupée en deux, et c'est ce qui explique le fait on a eu des difficultés à être dangereux. On a aussi des difficultés internes parce qu'on a Zegrova d'un côté, Fernandez Pardo de l'autre, qui sont absents blessés, qui fait qu'on perd beaucoup en créativité dans les 25 derniers mètres. Donc il y a ça. Ça, c'est le premier point. Et après, on parlait aussi de ce côté de ce coaching de Bruno Genesio, à savoir influer sur le match. J'avais dit deux choses. J'ai revu le Franck Hez, un peu fataliste de l'année dernière, à pas savoir aller contre les vents contraires dans un match. Et aussi l'absence de leader dans votre équipe, parce que quand tout roule, vous êtes très fort. Mais quand il y a des vents contraires, je n'ai pas vu un joueur capable d'aller contre ça et d'inverser la tendance en fait. Mhm. Mm. C'est vrai que c'était un point qu'on avait pas mal souligné, surtout dans la fin de période 2024 où c'était De compliqué, leadership. ouais, de leadership, de personnalité, de joueurs qui, justement, dans des moments un peu creux de match, on va dire, disposent d'une attitude qui permet voilà, de jaillir un peu sur le groupe afin justement de réagir. Est-ce que pour toi, Nathan, voilà, cette baisse de régime de l'OGC Nice, est-ce qu'elle est physique, est-ce qu'elle est mentale? Parce que Ez n'a pas, on va dire, été tendre avec ses joueurs à la fin de la rencontre, puisqu'il a dit, je cite, que la deuxième mi-temps n'était pas digne d'une équipe avec des ambitions comme celle de l'OGC Nice. Donc c'est-à-dire que derrière, on peut parler effectivement de la dimension physique, puisque l'OGC Nice a joué également à Bastia en milieu de semaine. Maintenant, Lille aussi avait joué à Marseille, et pour autant, ils ont terminé le match, je ne vais pas dire à 100%, mais ils ont mieux terminé le match qu'ils ne l'ont commencé. Nous, c'était un peu inversé. Comment est-ce que tu arrives à lire un peu cette situation? C'est plus de l'aspect physique, je pense, parce que, à vous de me dire, messieurs, mais sur l'aspect mental, je pense pas que, on va dire,
les troupes sont en berne, ça va quand même plutôt bien. Mais le problème, c'est que comme à la pause, c'est justement alors là que l'aspect mental, à mon avis, est rentré en jeu. Le fait de ne pas avoir inscrit le deuxième et de pas s'être un peu voilà, soulagé avant de revenir au vestiaire, a peut-être joué sur sur le moral des joueurs. Et donc en deuxième, c'est là que le gym, on a vu que physiquement a complètement baissé de régime. Mais sur le plan mental, après, voilà. Franchement, s'il y avait 2-2, ça aurait pas été un scandale. Et Nice n'était pas non plus perdu sur le terrain, mais c'est plus sur le plan physique que c'était un peu désolant. Et que c'est vrai qu'au milieu, surtout, on a senti qu'on s'est complètement fait manger, on peut le dire tout simplement, hein. Et c'est de là que tout part, à mon avis. Et c'est pour ça que si on revient sur Santa Maria, Mhm. ça pourrait faire du bien physiquement de pouvoir faire du turnover et garder un peu de fraîcheur, amener un peu de fraîcheur à ce milieu niçois. Effectivement. Et c'est vraiment de l'extérieur, je vais vous le dire autrement, j'ai l'impression que vous êtes parti courir un semi-marathon en sprint, en fait. Ouais, au Et du final, coup, c'est ça. Et et en fait, ce une qui serait entrée trop intéressant de vite et après, plus de cardio. Et ce qui serait intéressant de voir, je sais pas si on pourra avoir la stat, c'est le nombre de kilomètres parcourus par les joueurs de Nice dans la première mi-temps, dans la première demi-heure et la première mi-temps, versus le total. Hmm. Et comparé Je aux pense, 30 dernières minutes aussi. je pense qu'on sera largement au-dessus de la moitié. Après, effectivement, Guillaume, tu connais le style francaise. On sait que c'était un style qui est très énergivore aussi physiquement, qui avait une volonté aussi voilà, d'aller chercher Lille et puis de renouveler les efforts. Finalement, ça a porté ses fruits. Romain, on parle beaucoup de la dimension physique depuis le début de l'année, forcément avec ses nombreuses blessures notamment. Voilà, toi, tu le ressens comment cette deuxième mi-temps? Bon, t'es pas, on va dire particulièrement inquiet, c'est ce que tu nous as dit. Maintenant, c'est pas la première fois qu'on voit justement une bonne première mi-temps et une deuxième mi-temps un peu plus compliquée. En fait, un manque de consistance dans la performance sur 90 minutes. Mais c'est normal, Pancho. Enfin, je sais pas, moi, t'as un mec comme Guessant qui fait tous les matchs. Tous les matchs, tous les matchs, tous les matchs. Sans. Tu peux Enchaîne. regarder. Et il enchaîne tous les matchs. Avec un coffre Euh, fou, hein, franchement. oui, oui, oui. Donc, au bout d'un moment, c'est normal qu'il baisse de régime. T'as un Mohamed Ali Chaud qui a été titulaire. Ouais, il a été titulaire contre Bastia. Mhm. Oui, il a été titulaire contre Bastia. Titulaire contre Bastia, il revenait de blessure, il jouait une petite demi-heure. Et titulaire maintenant face au LOSC. T'as un Ndombele, encore j'y reviens, qui devait pas jouer ce match. Et au final, qui joue 80 minutes. T'as un Boudaoui, pareil. On connaît un petit peu sa fragilité. Heureusement, on touche du bois. Là, il se pète plus, mais il joue tous les matchs. Mais alors, Et Romain, c'est le du coup, mec. c'est quoi? C'est qu'on n'a pas assez fait tourner contre Bastia pour avoir un peu plus de fraîcheur vendredi soir? Ah, moi, je pense que la grosse erreur, c'est de pas avoir fait tourner. Oui, non, parce qu'on a fait un petit peu tourner, mais Guessant, au bout d'un moment, faut le laisser un peu On aurait dû voir souffler. Camara en coupe aussi. Ouais, mais voilà, exactement. Après, tu peux faire quand même jouer un Camara contre Bastia. Mais après, ce qu'il y a, c'est que notre gros problème, et je le souligne depuis le début de l'année, je crois, dans cette émission, c'est que le milieu de terrain, tu ne peux faire aucun turnover. Et depuis le début de la saison, c'est ça. T'en as que deux de valides depuis le début de la saison. Sur la feuille de match, t'en as jamais eu trois de valides. Voilà. T'en as eu toujours que deux de valides. Donc, est-ce qu'il fallait mettre Abdelmonem et faire monter Youssouf au milieu de terrain? Enfin, je sais pas. Moi, je pense que le problème, oui, peut-être qu'on a baissé de pied physiquement en début de en seconde mi-temps, c'est même sûr. Mais après, il y a une relation de cause à effet qui est indéniable. Abdi, il a été blessé pendant un long moment. Bon, il revient. Je suis sûr qu'un mec comme ça, il est toujours pas à 100%. La preuve, il est sorti à la 60e. Après, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi tu mets pas un bar, tu vois, et que Abdi, que si Mais il a justement, commencé contre Bastia, justement, non, il est rentré en cours de match. C'était une question que bah, je à la voulais. limite, à la limite, à la limite, Abdi, tu le fais jouer contre Bastia et tu mets Barre qui est à 100%, tu vois, contre Lille. Enfin, il y a plusieurs trucs, moi, j'ai pas trop compris. Voilà, il y a certaines choses, j'ai pas trop compris. Mais maintenant, physiquement, comme contre Rennes, tu retrouves des blessés à ce match-là. C'est normal qu'au bout d'un moment, tu baisses physiquement. Tu as un jeu qui est vachement énergivore. Si t'as pas 16 bonhommes à 100% le jour du match, Et en plus bah, que t'es c'est mort. c'est short, hein. Ouais,
Non, mais ce que je veux dire, c'est sur la feuille de match, il faut que tu aies Ah les oui. 11 bonhommes à 100% et les 5 entrants à 100% pour essayer de garder cette intensité du début jusqu'à la fin. Et là, aujourd'hui, tu es incapable de garder la même intensité parce qu'à chaque fois, tu as des retours de blessés, tu as des blessures, tu as des bobos non soignés parce que tu es obligé de faire jouer le bonhomme. Enfin voilà, c'est un calvaire. Donc, moi, je comprends cette baisse d'intensité. Maintenant, c'est frustrant, mais moi, je trouve qu'on a bien fini le match. Tu vois, c'est bizarre, mais moi, je trouve que la fin de match, bah, elle a été plutôt cohérente. Et qu'un Voilà. 2-2 n'aurait pas été un vol, hein. Non, bah non, ah bah non, putain, quand tu vois les expected goals, là, t'es à 2,92 et Lille, ils sont à 1,11, je crois. Et ouais. Enfin, c'est un truc de fou. Donc, et le bar, Abdi met la même, quoi, une semaine avant. Donc, contre, merde, Reims. à, à Reims, ouais. Et Abdi, c'est quasiment le même centre et Abdi t'envoie le gauche en pleine lucarne. Bon, enfin bref, mais tout ça pour dire que pour moi, la baisse de régime, enfin, c'est plutôt logique, quoi, par rapport au jeu énergivore que demande S. Alors, Nathan, Romain parlait un peu des choix de Francaise sur le poste des latéraux. C'était une question que je voulais vous poser parce qu'il démarre quand même dans une défense à 4, donc un dispositif qui est reconduit et qui est maintenant, on va dire, un peu le dispositif de base de l'OGC Nice depuis quelques semaines, voire quelques mois. Tu démarres avec Klos et Abdi. Est-ce que c'était pas un peu risqué? Alors, naturellement, lorsqu'on voit un peu les errements défensifs de Jonathan Klaus, qui a eu d'ailleurs un bel accueil hein, à Lille. Euh, Je pense qu'il a joué pour nous, hein, vendredi soir. Franchement, ouais, par c'est ça. moment, Sur la petite passe décisive sur le but de Diakité, quand même assez pas mal. Bon, dû à la malchance, hein, franchement, ça aurait pu être un autre joueur. Enfin, c'est. Bon, je pense que c'est provoqué aussi par l'intensité et les ingrédients mis par Lille à ce moment-là. Mais est-ce que c'était pas osé aussi de jouer avec ces pistons-là? Enfin, ces défenseurs latéraux-là, des défenseurs qui sont latéraux qui sont très offensifs. Klos, Offensif, close. on connaît ses qualités on va dire, de contre-attaquant, ses qualités de centre, mais c'est vrai que défensivement, ça n'a jamais été un joueur qui était extrêmement rassurant. Bon, ça fait le lien un peu avec ce que disait Romain, mais est-ce que finalement le choix des bonhommes au démarrage, est-ce que ça t'a semblé cohérent finalement et compréhensif pour toi? De toute façon, pour Poncho, la réponse est dans la question. Tout ça fait partie, ces choix, des intentions globales du gym qui étaient en fait d'attaquer fort dès le début. Et donc pour ça, c'était parfait au final. Sauf qu'après, bah, les latéraux à l'image du reste de l'équipe, on peut baisser de régime. Mais après, moi, Abdi Klos sur le papier, c'est magnifique. Parce que sur le plan offensif, bien sûr qu'il va avoir un apport. Et moi, par exemple, Ali Abdi, c'est vraiment pour le moment l'un de mes coups de cœur de la saison. Donc, je peux pas reprocher ce choix, mais puis on peut pas reprocher au gym d'avoir tenté dans les premières minutes d'être un véritable, comme un peu un bulldozer offensif. Mais du coup, avec ce 1-0 et le fait que le match n'est clairement pas plié, et ben voilà, on ne tue pas le match et après on baisse de régime et on est puni. Et bien évidemment qu'il y a des errements défensifs, mais au-delà de ça, bah, il y a des errements un peu physiques, enfin une baisse de régime Hmm. simplement. Donc tout ça résulte du fait qu'on n'ait pas tué le match avant la pause. Et quand même, Klaus, il t'amène le but. Et encore une Mhm. fois, il t'amène le corner où Rosario, pour moi, il doit au moins la cadrer. Et donc, certes, défensivement, bah, après, on le connaît, Klaus, hein, c'est pas une surprise, hein. Mais il y a toujours une qualité de Défensivement. pied. Mais Bien pour arrêté. moi, tu peux pas t'en passer. Et de toute manière, le jouer à 5 derrière, bah, c'est essentiellement, si on retourne à 5 derrière, c'est essentiellement pour lui et pour Abdi, je pense. Et encore Abdi, je trouve que défensivement, Hmm. il est hargneux, il fait le taf. Ouais. Et Abdi, encore une fois, il a failli faire un 100%, hein, parce qu'au bout d'un moment, Abdi, la board, il lui enlève sa tête, hein. Oui, c'est vrai. Donc, c'est après, encore une fois, il faut que les milieux ils soient à 100% pour combler justement les montées incessantes de nos deux latéraux. On voit Guessant qui fait les efforts, Shaw qui fait les efforts, tout le monde fait les efforts. Mais après, c'est sûr qu'au bout d'un moment, quand t'as pas les joueurs à Hmm. 100%, qui sont un peu fatigués,
Bah, ça donne ça, malheureusement. Guillaume, le grand bonhomme, on va dire, de cette première mi-temps et globalement du match, puisque il a permis à Lille de maintenir, on va dire, une avance de seulement un but, c'est Lucas Chevalier. Des arrêts décisifs aussi. Comment tu juges un peu sa performance et la mise en perspective sur la saison il est où actuellement ce joueur, on va dire, au point de vue Ligue 1? Il a été appelé récemment en équipe de France. Homme du match pour toi sur cette rencontre? Sur la première mi-temps, oui. Sur l'ensemble, moi j'aurais peut-être mis Ismaili parce que, Hmm. juste pour changer, parce qu'en fait, le match de Chevalier contre Nice est à l'image de sa saison. Il nous fait une saison exceptionnelle. Il a souvent été élu homme du match chez nous, si vous voulez. Donc, oui, clairement, il nous maintient dans le match parce qu'à la mi-temps, tu peux avoir, s'il y a 2-3-0, pour moi, c'est pas volé pour Nice. En seconde mi-temps, il a rien eu à faire, mais tu vois, voilà, quand il. Et je lui reproche pas sa sortie parce que Klose centre très fort. Il sort la balle comme il peut. Manque de peau, ça retombe sur un joueur de Nice, mais tout le monde dit oui, Chevalier c'est un peu loupé. On a aussi une défense qui ne suit pas. Donc, moi, je suis pas convaincu que la faute soit clairement chez lui. Donc, non, non, il nous a fait un super match comme il nous en fait depuis un an ou deux. Ouais, effectivement, un match assez intéressant de la part de Lucas Chevalier. Euh, Dans le rayon, on va dire, des bonnes nouvelles côté OGC Nice. Non, je voulais rester sur Ismaili parce que ça me fait penser un peu au duel par rapport à Mohamed Ali Choua. Il y a eu ce choix-là aussi offensif, Nathan, qui était bien, de réintroduire un Mohamed Ali Choua sur la droite et de décaler Evan Guessant à gauche. Poste qu'il avait occupé également du coup, à Bastia et qu'il a occupé aussi sur certains matchs cette saison. Diop, du coup, prenait l'axe, Buonanni était remplaçant, et donc Laborde jouait devant. Guessant à gauche, qu'est-ce qu'on en pense? On sent qu'il a peut-être moins de repères, qu'il est moins percutant, qu'il est moins à l'aise aussi. Euh, et c'est pas forcément aussi un choix qui a porté ses fruits parce que bon, ben Buonanni, peu importe ce qu'on pense, la formule commençait quand même à plutôt bien fonctionner sur les dernières semaines. J'ai pas été, moi, à titre personnel, fan du match de Shaw. Je trouve qu'il y a des intentions, ça court vite. Bon, Mais il est usé. Je pense qu'il n'est pas à 100% physiquement, vraiment, Mohamed Ali Chou. alors, dans ce cas, normalement, avec un vis-à-vis comme Ismaili, tu dois jouer sur. Ah, on en vient. Mais non, mais tu dois jouer sur ses qualités et sur ses carences. C'est un joueur qui a 36-37 ans. Ouais, On en vient au match non, dans le mais match. Ismaili vs Chaud, les amis. Qu'en pense-t-on? comme il disait Guillaume, Ismaili t'a sorti une masterclass le mauvais Ah jour. ouais. Il était à Parce qu'à la 10. Ouais. base, un show, il doit le bouffer, Ismaili, par la vitesse, par la percussion, partout. Jeu Mais de corps, l'expérience, il l'a eu. Il l'a eu. ah oui, oui, non, mais voilà, c'est en fait, il a fait un gros match, Ismaili. Mais après, je ne suis pas assez le LOSC pour savoir dans quel état de forme il est depuis le début de la saison. Mais Il revient de blessure. Mais là, on bon, comprend que du voilà, coup, il était en sur-régime. Enfin, on ne s'attendait pas à ce qu'il fasse une ouais, telle voilà. Mais prestation. mais après, moi, Pancho, je suis totalement d'accord avec toi. Un show, fallait le laisser sur le banc parce que les quatre de devant, il fallait pas les bouger et Mais ça marchait très bien. au-delà de ça, moi je suis pas. Le propos, c'est pas de dire c'est contre chaud, c'est de dire que Ah non, Evan Guessant, Guessant, à droite. c'est ton élément offensif le plus impactant, le plus Oui, fort, je suis et tu ne d'accord. le mets pas dans la Ah, je suis meilleure d'accord. disposition. Et ça, je ne Hum. comprends pas. À chaque fois, il a fait à Lyon aussi. Mais alors, attends, Pancho, dans ce cas-là, quelles sont ses meilleures dispositions pour toi? Pour moi, À Guessant droite? à droite. À droite. On est d'accord. Bah parce que Bien, ces matchs références, il les a joués à droite et parce que son style de jeu, le fait qu'il puisse partir d'un peu plus loin, parce qu'au début de saison il jouait dans l'axe, donc un peu plus proche de la ligne adverse, de la ligne de but adverse. Là, il part d'un peu plus loin et surtout son pied gauche pour moi il est pas exceptionnel, on va pas se le cacher, on va se le cacher. voilà. Et surtout il joue de Et son corps, surtout, il joue de son corps. Et oui, ce jeu de corps Et c'est une masse, donc il peut justement pèse passer. physiquement. Et à gauche, il n'arrive pas à le faire parce que sa protection de balle n'est pas aussi efficiente. Donc,
ça a été une question qui a été posée à Francaise en conférence de presse. Donc, bon, l'analyse qu'on a et le ressenti, il est partagé. Mais on sait aussi que sa volonté, c'est de jouer sur la polyvalence et de pouvoir permettre à certains joueurs de s'épanouir à différents postes. Hmm. Moi, je suis d'accord avec toi. Guessant, ça doit être le premier bonhomme que tu mets sur ta feuille et tu le mets à son poste préférentiel. Et après, tu fais l'équipe autour. Mais parce que bon, il n'a pas assez de références non plus. Mais à l'instant T, oui, c'est ton élément offensif qui t'apporte le plus, qui crée le plus de danger. Et en fait, dans son jeu, c'est pas comme un jeu à la Boga où il va manger la ligne jusqu'au bout et après, par un crochet, il va revenir se remettre dans l'axe. Lui, il a une course à des rectilignes qui va vers le but. Mais, et comme tu dis, quand il protège son ballon, mine de rien, quand tu es à droite ou à gauche, t'as pas les mêmes repères. Et c'est vrai que ça se ressent. Donc, moi, je suis d'accord avec toi. Mais moi, vraiment, j'aurais fait la même ligne d'attaque que ces dernières semaines avec un Buonanni, même si il n'est pas transcendant, Buonanni. Mais c'est vrai que à chaque fois, quand tu regardes, il te fait une passe dans le match Il a et un coup mine de rien, d'éclat. ça crée, Ouais. voilà, et ça te crée le décalage et le but. Contre Bastia, c'est lui qui la met à Guessant. Il trouve un Après, petit bon, le coup intervalle. d'accélération, le coup d'essence, c'est plus Guessant. Enfin, faut. Oui, 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 non, non, mais d'accord. Mais en fait, c'est lui qui t'amène cette passe, tu vois, Ouais, il joue la juste. passe Ouais. dans le bon tempo, dans le bon timing. Il la donne à Guessant. Après, Guessant, il fait une passe magnifique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, il t'amène ce petit truc, même s'il loupe beaucoup, il t'amène quand même ce petit truc et tu te dis, bon, allez, ça efface son match moyen, mais tu te dis, bon, voilà. Et c'est vrai que moi, là, je l'aurais bien vu et c'est vrai que ça marchait très bien comme ça. Et je pense, hein, mais contre Marseille, je pense et même jusqu'à la fin de la saison, Guessant, il va pas refaire beaucoup de tiges à gauche. Pour moi. Parce que Shaw, on l'avait vu jouer dans l'axe. Et si on part du principe que la polyvalence est importante, bah pourquoi pas ne le faire démarrer, le faire démarrer à gauche, puisque c'est le poste effectivement qui était manquant, même si je ne suis pas convaincu par ce choix-là. Mais je trouve dur d'impacter en fait ton Ah, mais meilleur là, joueur là aussi, on offensif. aurait une perte de repère dans ce cas. Oui, Ouais. mais on est beaucoup plus dépendant d'un Guessant que d'un Shaw. Voilà. C'est sûr. Guillaume, t'as ressenti un peu du match de Evan Guessant. C'est un peu notre coqueluche hein, depuis le début de saison. Joueur formé au club, qui est actuellement sur 8 buts en Ligue 1, je crois. Je sais pas exactement quelle image il renvoie auprès des autres suiveurs en Ligue 1. Mais t'en as pensé quoi de son match et si t'as vu d'autres matchs de sa part cette saison? J'ai pas trop suivi Nice, hein, j'ai suivi de loin. D'une manière générale, j'ai l'impression que la mayonnaise mettait un peu de temps à prendre avec Francaise, comme je vous le disais tout à l'heure. Après, sur le match de Guessant vendredi, je trouve qu'il n'est pas sorti du lot. Je pense pas que ça devait être son meilleur match de la saison. Je pense qu'il a été à l'image de l'équipe. Il a démarré fort, mais au fur et à mesure, voilà, comme d'autres, comme Laborde, etc., ils ont disparu il a disparu de la circulation petit à petit. Et garde Mais la... d'ailleurs, Ouais. d'ailleurs, pardon, Pancho, j'interviens, mais sur l'occasion de Barre, c'est Guessant qui part de la droite, non? Mm. D'accord. Ouais, C'est ça ou pas? Là, je c'est. vous avoue. Oui, non, mais complètement, c'est lui qui fait un petit rush et qui recentre sa Hmm. course pour décaler Barre. Guillaume garde la main. Je t'ai demandé un peu ton ressenti sur Guessant, mais de manière générale, tu l'as peut-être dit tout à l'heure d'ailleurs, je m'en excuse, mais ton ressenti un peu sur le projet de l'OGC Nice, estampillé Francaise depuis le début de saison, et de manière générale, un peu l'image que vous avez du projet niçois et de notre saison, de ce qu'on peut produire finalement. Alors, pour vous répondre, j'ai l'impression que c'est une saison correcte, mais avec de sérieux trous d'air par moment. Et le projet niçois, de l'extérieur, je vous avoue que j'ai du mal à le définir. Je vois pas, objectivement, je vois pas. On s'est posé la question quand il a décidé de quitter Lens et ensuite quand on a su qu'il allait à Nice, la question de l'intérêt sportif. En gros, qu'est-ce qu'il gagnait de plus à Nice
par rapport à Lens. Et là je vous renvoie un peu plus la question, mais voilà, quel est le projet niçois, en fait, sur le moyen terme, à minima avec lui, en fait? Excellente question. De quoi le projet de Nice avec Eze? Qualifié en Bah, Coupe du c'est Monde. Bah, c'est le même. Et du club ouais, tout court? c'est déjà de trouver une Cette année. stabilité avec un directeur sportif et un entraîneur qui connaissent bien la Ligue 1, euh, assez expérimentés, de faire des coups d'éclat au mercato et voilà, de construire quelque chose, d'après moi, sur une durée de 3 ans, 3 ans minimum. Et après, tu sais que Aise, c'est une valeur sûre enfin une valeur sûre. On peut même pas dire ça parce qu'en fait, il avait entraîné que Lens. Mais tu sais En que termes de jeu. il crée. Hmm. En termes de jeu. Oui, voilà, en termes de jeu, voilà, exactement. En termes de jeu, tu sais qu'il va t'amener du spectacle, chose qu'il fait. Et il faut savoir qu'on a un directeur général, que je déteste, qui, lui, ne s'occupe que d'une chose, c'est du remplissage du stade. Lui, il s'en fout du match, en gros. Quand le stade il est rempli, il est content, et il va dans les bureaux, il dit, ah, vous voyez, on a fait un taux à 85-90%. Hein. Et il parle pas du match, il s'en fout. Et donc, je pense que lui, par contre, il pense qu'avec le beau jeu, ça va ramener du monde au stade, chose que moi, j'ai du mal à croire. Mais voilà, nous, le projet, en fait, c'est de d'avoir quelques ressources pour faire un mercato cohérent et de se qualifier à chaque fois dans une des trois coupes d'Europe, mais surtout d'atteindre une stabilité qu'on a perdue depuis 3 ans, où à chaque fois on change d'entraîneur tous les ans, de directeur sportif, enfin bref, c'était une folie furieuse. Et là, je pense qu'avec Maurice et Hez, je pense que voilà, si Hez, je sais qu'il se sent bien à Nice, sa femme aussi. Maurice, il est content. Enfin voilà, après c'est leur première saison et je trouve que par rapport à tous les aléas de blessures qu'on a eu, je trouve que ils font quand même un sacré boulot. Et Ez, il a su s'adapter à son effectif, chose que ces dernières années, avec les entraîneurs qu'on avait, on l'avait pas trop vu, quoi. Ah, Source assez sûre, sur la fin de saison dernière, il paraît que Madame Hez, effectivement, a joué un rôle prépondérant dans le choix de la Nice, parce que Apparemment. typiquement 3 jours avant, il visitait des maisons sur Arras pour rester dans la région, même s'il reprenait pas Lens, vous voyez. Ouais. Ouais, c'est possible. Moi aussi, je l'avais entendu ça que Madame Hez, c'est elle qui a un peu poussé pour changer d'air. Mais non, non, mais je sais que lui, il se sent bien à Nice. Il y a des rumeurs, Rennes, etc. Mais enfin voilà, après c'est comme de partout, il y a des C'est des rumeurs à rumeurs chaque fois. téléphonées, c'est des rumeurs téléphonées avec Arnaud Pouille qui reprend Fofana et Samba, et à partir de là, voilà. Mais pour revenir à ça, Ouais, je je comprends pas Madame S, parce que passer de Lens à Nice, c'est à peu près le même cadre de vie, franchement, j'ai du mal à comprendre, les écoute, gars, franchement, faut m'expliquer. apparemment, elle en avait marre des briques rouges. Après, je Me sais pas. permet d'émettre des doutes. c'est terrible. Non, Ça, mais c'est par curieux, contre, hein. bah, pour répondre à ta question, Guillaume, enfin, bon, Romain a développé. euh, Finalement, les objectifs lensois et niçois sont assez proches. Bah oui. Parce que, bon, voilà, les différences vont se jouer, bon, on va pas se le cacher, sur la ferveur aussi. Voilà, Bollard n'est pas l'Alliance. Et puis le fait aussi, je pense, de se tester dans un autre contexte, et puis de sortir un peu de sa zone de confort, parce que je pense qu'il était malgré tout, on va dire, dans une zone de confort à Lens, et même si la dernière saison a été un peu compliquée. Et lorsqu'on voit ce qui se passe cette saison, peut-être on comprend mieux aussi pourquoi Hez a peut-être un peu fui euh, Oui. le club par rapport à tout ce qui s'est passé. Bah après, il a perdu tous ses copains Oui, aussi. c'est surtout ça qui a joué, hein. Il y a les deux, mais effectivement, tu sentais déjà dès la saison dernière le changement de sens du vent, je dirais, au sein du Racing Club de Lens, avec des signaux pas forcément hyper Voilà. positifs, Tout, hein. tout le monde quittait le Pense- navire. Hein. Oui, puis je digresse un peu, mais euh, comment un club qui joue la Ligue des Champions, qui te remplit les caisses, se retrouve en difficulté en 2 temps, 3 mouvements très vite après?
Et c'est là où, objectivement, je lisais un papier sur SoFoot cette semaine sur la gestion sportive et économique du LOSC, justement, et qui disait qu'en résumé, c'était un peu le bon élève, l'exemple à suivre, en fait, si vous voulez. Donc, mais c'est vrai qu'après, on a un président, bon, qui est très médiatique, mais qui est très efficace aussi. Ouais, effectivement, ce bon vieux. Et quand il est trop fort parce que quand tu vois les salaires donnés à Lille et les salaires donnés à Nice, c'est un truc, c'est un film de cul le truc, hein. Je crois que putain, il y en a, tu te dis ouais, ce joueur il doit être à 200, 250 000. Bah, tu regardes, il est à 90 000. Enfin bref, alors que nous, le moindre joueur qui signe, il est 400 000 quoi. Mofi, je sais plus à combien il est, 300 000. Laborde à 350. Enfin bref, franchement chapeau parce que c'est vrai que c'est un vrai modèle. Et bon, après par contre, enfin j'espère pas pour vous, mais c'est vrai que l'année prochaine, je crois que t'en as parlé, mais t'as des fins de contrat. Et je crois que même Cabella, non, il est en fin de contrat, même si c'est pas non plus le David joueur aussi, pas trop ça. phare, mais Mais c'est c'est un surtout joueur. David et Angel Gomez, Voilà, David Oui, oui, voilà. Gomez. c'est surtout Et ça. Zegrovac qui avait des envies de partir, je crois, saison dernière. Grovac, il restera 1 an de contrat, en fait, à ce moment-là, oui. Hmm. Ouais, donc il y a un gros chantier quand même. Mais non, j'ai hâte de voir, tu vois, l'année prochaine, ce qu'ils vont nous sortir. Mais moi, tu vois, c'est un club où le président, il peut t'énerver des fois à faire des sorties médiatiques. Il peut être casse-burne, mais c'est quelqu'un qui mène bien son bateau et le LOSC, ils sont toujours là. Ils ont une équipe sympa, ils ont des entraîneurs sympas, et ils chopent des joueurs sympas. Puis Enfin voilà, au-delà de c'est ça, et comme le disait Guillaume, c'est aussi un modèle vertueux économiquement qui a ouais, été remis en place. Et lorsqu'on sait les dernières années comment elles se Uf. sont passées, Mm. c'est ça aussi, je trouve, qui est très très positif. Et moi, de l'extérieur, en tout cas, ce que je trouve assez fascinant, c'est le fait de perdre Fonseca, derrière de récupérer Genesio. Alors, je ne sais pas exactement comment vous avez réagi du côté de Lille, mais Fonseca, ça avait l'air quand même d'être un entraîneur qui avait la cote, une dose d'amour aussi Oui. assez importante. Tu récupères Genesio, tu dis ah Genesio, bon, ça connaît la Ligue 1, etc. Mais je pensais pas que ça allait aussi bien fonctionner. Et T'as l'impression qu'il perd un peu au change, mais après, c'est des effets de mode du moment. 2 ans en arrière, dites-vous, si on chope Genesio à la place de Fonseca, on a l'impression de faire une meilleure affaire. Vous voyez? hmm, Que Fonseca sortait d'une année où il n'avait pas entraîné, et sa dernière expérience c'était l'AS Rome où ça avait tourné court, je crois. Ou le Shakhtar Donetsk, je sais plus. Mais vous voyez, c'est vraiment des sentiments sur le moment, si je puis dire. Mais là, Genesio le disait, il est à la meilleure période de sa carrière, en fait. Donc, est-ce que je pensais qu'on allait faire une saison comme ça avec Genesio? Non. Moi, je pensais pas qu'on allait se requalifier en Ligue des Champions. Après la dernière journée contre Nice, la saison dernière, justement. Voilà, donc c'est vrai que c'est un coach exceptionnel. D'ailleurs, il était en contact pour venir chez vous aussi, bah, pour cette Il y saison, a eu il me des semble. discussions. c'était ce que disait Romain, effectivement. C'était Probablement, oui. et puis la connexion avec Florian Maurice paraissait évidente. Et en fait, non, c'est pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, effectivement, c'était à une période, il me semble, c'était soit Genesio, soit Eze. Et il y avait, il me semble, de mémoire, un troisième coach, j'ai plus le nom en tête, qui revenait. Mais oui, oui, effectivement, une bien belle saison. Et terminer le cycle Fonseca de cette manière-là, et puis enclencher un nouveau avec Genesio, avec des résultats aussi positifs, honnêtement, c'était. C'est la même philosophie que eux, hein, Oui. Genesio et Fonseca, donc tu passes pas non plus d'un extrême à un autre. Genesio a gardé la même base, a fait des ajustements droite-de-gauche. Après, il y a un truc tout bête, c'est que Genesio parle français. Là où Fonseca ne parlait pas français. Et c'est vrai que du coup, dans la compréhension au quotidien, et c'est aussi un entraîneur qui est un peu plus proche des joueurs, peut-être un peu plus chaleureux, peut-être un peu plus protecteur, là où Fonseca avait un positionnement beaucoup plus distant. Je me rappellerai toujours, j'étais au quart de finale de Conf League l'année dernière contre Aston Villa, au match retour, et on vient la période des pénaltys. Et je vois tout le monde tous les joueurs staff se réunissent au milieu de terrain, et le président y va. Il n'y a que Fonseca qui reste à part,
dans le carré entraîneur où il y a le banc de touche, etc. Il les rejoint 2-3 minutes après. Et c'était pas la position bras dessus, bras dessous. Il y avait toujours cette distance néanmoins. Malgré cette distance, il avait su fédérer un groupe complètement avec son nouveau projet de jeu. C'était aussi le paradoxe, mais j'ai l'impression, en fait, en résumé, que nous avons une sorte avec Genesio, une sorte de Fonseca 2.0 amélioré, si vous voulez. Ma foi. Mais c'est Ouais, une... mais c'est bien parce que au final, d'année en année, vous avez eu Galtier, champion de France avec Galtier. Après Ouais. Fonseca, c'est ça? Il y a eu C'est qu'un Fonseca. un truc, Non, il y a Et eu- maintenant, Genesio? non, Non? on a eu Gourvenec une saison, mais c'est très Ah putain, compliqué ouais. parce qu'en fait, Ah ouais. au Ah oui, c'est lendemain vrai que c'était le point du noir, titre quoi. de Lille, 2 jours après, en fait, il s'était mis d'accord avec Nice Ah depuis un moment. oui. Hmm. Et en fait, ça a duré un mois parce que l'Étang voulait pas le lâcher. Au finish, ça se fait fin juin. Et en fait, on n'a pas d'entraîneur pendant 10 jours. En fait, on a dû décaler la reprise. Et on a en fait Hmm. Gourvenec qui est un choix par défaut, qui arrive tout seul, sans staff, sans rien. Donc il se retrouve avec l'ancien staff de Gourvenec, dont une partie, de Galtier, dont une partie voulait le suivre à Nice. Il y a même des joueurs, je me rappelle, Bourak Vilmaz, qui avoue, bah écoutez, moi j'ai Galtier, je l'ai appelé pour lui dire que j'ai envie d'aller jouer avec lui. Donc il a aussi, Galtier a aussi plombé, faut pas se mentir, l'intersaison aussi du LOSC à ce moment-là. Et Gourvenec arrive dans un contexte, un groupe champion de France qu'il faut régénérer, qui était en fin de cycle. Une saison un peu dégueulasse, hein. On est 10e au classement. Ok, on fait 8e de finale de Ligue des Champions, mais notre poule de Ligue des Champions, c'était une poule intertoto, hein. On avait Ouais, Wolfsburg, mais on avait Salzbourg et je sais plus quoi. Et je finis mon vin. Et en fait, si je fais une parenthèse sur Galtier, de l'extérieur, j'ai l'impression que le titre de champion de France à Lille lui a fait très mal. Parce que je pense qu'il débarque chez vous, clairement avec un boulard, mais pas possible. Il a fait un effet de mode, ça a duré 6 mois et la seconde partie de championnat a été catastrophique, avec des histoires qui sont sorties dans la presse pas bien longtemps après, mais qui visiblement de racisme qui étaient quand même avérées, faut pas se mentir. C'est pas parce qu'il a été reconnu non coupable qu'il l'était pas pour autant, je hmm. dirais. Et après, il va à Paris, pareil, il fait 6 bons mois, et puis le costume était beaucoup trop grand pour lui, il se casse la figure. Et là, on le retrouve au Qatar aujourd'hui à faire je ne sais quoi, et je pense pas qu'on le reverra de sitôt en Ligue 1. Ouais, mais tu vois, l'étang, là où je suis pas d'accord, c'est que l'étang, d'après moi, hein, d'un œil extérieur et de ce que j'entends, il doit avoir un gros Oui, ego, lui, ce bonhomme. tout à fait. Et en fait, parce que Galtier, quand même, il s'était mis d'accord avec Nice. Enfin, moi, depuis avril-mai, on m'avait déjà dit que Galtier, c'était bouclé, hein. Oui. Et donc, Galtier, au bout d'un moment, je crois qu'il le dit dans une conférence, je sais plus trop quoi, il dit qu'il va quitter le LOSC. Et après, donc, l'étang, en fait, il y a eu un bras de fer à partir de ce moment-là. Oui. Bon, il a perdu son bras de fer. Je pense que son ego, Alors, en être impacté. Mais après, au bout d'un moment, il fallait qu'il prenne ses dispositions. Il sait très bien que retenir un coach ou un joueur, c'est très difficile, quoi. alors, ce qui s'est passé, c'est que on est champion le dimanche soir à Angers. Le lundi, tout le monde fait la fête, etc. Et le mardi, Galtier donne une interview à l'équipe. Il annonce dans l'équipe sa volonté de partir avant d'en informer le président. Parce que l'après-midi, tu as un communiqué de presse sur le site du LOS qui dit bah, on a appris le fait que notre coach voulait partir par voie de presse, en résumé. Et pour vous mettre dans le contexte, il s'était peut-être mis d'accord en avril-mai, mais il n'en a pas parlé au club parce que tout le monde était concentré sur les matchs, le titre qui était en jeu, etc., etc. Quand ça arrive, on n'a aucune solution de repli et surtout, il lui reste un an de contrat. Donc en fait, le club est entre guillemets, en position de force. Et il y a une volonté d'essayer de le retenir, qui a été vaine. Et du coup, ça a été une négociation effectivement de prix pour libérer Galtier de son année de contrat entre Nice et Lille. Parce que Lille, à la base, demandait 10 millions, enfin c'était exorbitant. Et à la fin, même, Galtier avait dit en aparté, euh, ah, si je suis forcé, bah, je retourne entraîner Lille et je serai professionnel. Et voilà. Et au finish, ça s'est décanté le 30 juin. Mais nous, entre guillemets, pour Lille, le mal était fait, en fait. Et j'ai l'impression que dans cette histoire-là, ça a servi personne. Ni vous, ni nous, en fait, finalement.
Je ne pensais pas qu'on allait autant parler de Christophe Galtier dans cette émission, qui n'est... Voilà. Si vous avez oublié que Christophe Galtier était l'entraîneur de l'OGC Nice, eh bien voilà, maintenant vous vous en souvenez. Il a fait les beaux jours du LOSC. Ceux de Nice, On peut-être lui fait pas. des bises saoudiennes maintenant. Non, non, mais bon, il aurait pu être grand chez nous, mais voilà, la Coupe de France 2022, voilà, une blessure Le qui, traumatisme. qui ne se résorbe toujours pas. Nathan, par rapport au match, on revient sur le match et les sujets qu'on a évoqués. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier, une performance, on va dire, individuelle ou collective, quelque chose que tu souhaitais mettre en avant? Alors, je souhaite mettre en avant plutôt le circuit de passe que j'ai aimé en attaque avec les déviations de la board qui fonctionnent bien. D'ailleurs, la board qui est meilleur en ce moment, franchement, qui est plus régulier, qui est tranchant quand même à plusieurs reprises. Donc, comme Guessant, qui est beaucoup plus mis en avant et qui est beaucoup plus régulier. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est le circuit de passe qu'on a vu notamment en début de match, avec les remises de Guessant, pardon, les remises de la board vers Guessant ou vers Chose, que j'ai trouvé très efficace et que j'aimerais revoir plus souvent. Ouais. Et du coup, c'est de bon augure avant Elfsborg et Marseille. Oui, effectivement. Les 3 premières minutes plus globalement. Ah putain, tu viens de me rappeler qu'on avait ce vieux match en bois. J'ai vu, il y a Nice. Non, pardon, Euh, Elfsborg-Nice, pour le compte, oh il n'y a plus putain. d'enjeu, mais pour l'Europa League, la fin. La fin. Ouais, putain, Vieux je match. l'avais zappé ce match, mon Dieu. Oh. Hmm. Donc là, L'actu pour jeudi, Odo Glimt, il n'y aura pas grand-chose à dire, ça va être un peu fade à mon avis. jeudi c'est Elfsborg et Marseille, c'est dimanche? Dimanche soir. Ok, Ouais. ok, ok. Romain, même question par rapport au match et par rapport à ce qui a été dit. Je rejoins effectivement Nathan sur Laborde, qui semble être en confiance. Il était sur une série quand même de plusieurs matchs en ayant marqué. Bon, série qui a pris fin vendredi soir. Et puis, Les 6 derniers matchs, 9 fois décisifs. ce qui est quand même assez remarquable. Et puis au-delà de ça, voilà une connexion beaucoup plus franche, beaucoup plus Oui, c'est concrète fluide. avec Fluide aussi, avec les autres joueurs offensifs. Et puis voilà, des déviations, c'est lui qui fait la première occasion sur Chevalier. C'est lui qui, je crois, qui remet le ballon à Diop, si je ne dis pas de bêtises, qui remet une petite déviation Hmm. sur sa frappe. Toi, qu'est-ce que tu souhaiterais rajouter par rapport à ce qui a été dit, de négatif, de positif, d'individuel, de collectif? Déjà, putain, bizarre, Laborde, il rejoue dans l'axe. Voilà, juste ça. Donc, ça prouve un peu que son poste, c'était pas ailier droit ou gauche. Enfin, bref. Donc, son poste, c'est dans l'axe et on le voit maintenant. Et dans le positif, non, moi, j'ai beaucoup aimé cette première mi-temps où vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir. D'ailleurs, j'en prends beaucoup quand même cette année avec le FC Nice. Mais après, non, moi, malgré ses erreurs, moi, j'ai aimé en première mi-temps l'apport des latéraux. Où, voilà, ça joue offensif, ça Ouais. va sur les côtés. Enfin voilà, moi, c'est ce que j'aime dans le football. C'est pas les jeux de possession statiques. Enfin bref, moi, ça m'ennuie. Mais voir ce truc, même si on se met en danger, bah voilà, moi, j'aime voir ça. Et et après, il y a pas vraiment quelqu'un qui se détache, mais moi encore un qui me fait caguer, et c'est Boulka. Et parce que Boulka dans ce sortie aérienne, c'est du n'importe quoi, mais c'est un délire, ce mec qui fait Faire des 2 mètres. spécifiques. Hmm. Faut bosser les spécifiques. Les Oh spécifiques sorties putain, aériennes. oh là là, mais non, c'est incroyable de En faire fait, un il faut mètre les mettre des combinaisons 99. de Donnarumma, sinon ça va être encore pire. Ah ouais, ouais, en fait, c'est les deux mêmes, quoi. Ouais. Mais voilà, moi, un gros point noir, parce que même le but de Lille, certes, bon, euh, mais putain, il se le prend premier poteau. Et après, j'ai pas envie de l'enterrer, mais c'est vrai qu'il a une période de moins bien. Clairement. Mais Bah, qui c'est, dure moi, je depuis, pense qui qu'il a dure eu, depuis août quand même, hein. Depuis le début de la saison. moi, je pense qu'il était surtout, il a eu une période de sur-régime l'année dernière, et on a beaucoup focalisé sur ses 4-5 pénaltys arrêtés. Et c'est vrai, il a sorti des bons matchs, Au mais début, je pensais que c'était son niveau, son vrai niveau. Je pensais pas qu'il était en sur-régime, comme tu l'entends. bah, écoute, moi, par rapport au niveau qu'il a depuis le début de saison, euh,
j'ai pas de match en tête où il te sauve vraiment. Lance. Il doit y en avoir. Hein. Lens, Là, ouais, voilà. au sens, il a quand même plusieurs arrêts décisifs. Ouais, C'est mais vrai. bon, voilà. Mais après, c'est son job, hein, Il prend 2 buts quand même. au bout d'un moment. Ouais. Mais Ouais. bon, après c'est son job. Mais moi, ce qu'il y a, c'est que voilà, moi, le gros point noir de cette équipe pour l'instant, et j'espère que la deuxième partie de saison, il va me faire mentir, mais c'est Boulka. Et après, non, moi, comme disait Nathan, moi, mon vrai coup de cœur, c'est Abdi, dans le fait, dans l'envie, la niaque. Et La grinta. ah ouais, Ouais. c'est vraiment un joueur, au bout d'un moment, il loupe sa tête, il revient, mais comme une balle. Franchement, ce joueur, il a 5 ans de moins, il est déjà à 20 millions, quoi. Donc non, vraiment très bon. C'est une belle Et histoire voilà. aussi. Hein. Mm. Ouais, ouais. J'avais beaucoup de doutes sur lui. Mm. Mais après, un joueur qui sort du lot, personnellement, j'en vois pas parce que première mi-temps, ils ont tous été au diapason. Et voilà, c'est plus un collectif qui sort du lot qu'une individualité. Guillaume, par rapport aux performances individuelles, on a parlé de Ismaili, on a parlé de Chevalier. Est-ce que tu avais quelque chose Ouais. à rajouter par rapport à la prestation lilloise ou par rapport au match en lui-même qu'on n'aurait pas précisé? Non, on a Benjamin André qui a fait un super match au milieu de terrain chez nous. C'est vrai. On a Sarawi qui a fait, qui a pas été mal non plus. Michel Baker que j'ai trouvé très bien. Je l'ai trouvé un peu noté, un peu sévère là dans la presse parce que des tribunes il avait fait un meilleur match que ce que la note laissait indiquer. Donc voilà, non, non, mais voilà tout en tout cas au niveau des forces lilloises vendredi soir. Super. Non, effectivement, après, bon, pour juste préciser, beaucoup de regrets vis-à-vis de la physionomie du match. Maintenant, il nous manque quand même un peu de jus, un peu de force vive. On a parlé du milieu de terrain. Je trouve qu'on a été quand même pas mal en souffrance dans ce secteur de jeu-là. Il n'y a pas assez de rotation. Mais ça nous aurait effectivement permis peut-être de- d'accrocher un nul. Et effectivement, on peut se dire que si c'est Abdi qui a la situation de barre, on fait peut-être 2-2. On ne sait pas, on va pas refaire le monde. Quoi qu'il en soit, eh bien, l'OGC Nice revient dès la semaine prochaine pour 2 matchs. Un match plutôt on va dire, Anecdotique. anecdotique, c'est le terme, avec, je l'espère, eh bien une équipe Z alignée en Suède, puisque dès dimanche soir, eh bien, match retour contre l'Olympique de Marseille, après la défaite du match aller. Semaine très importante. Un grand merci déjà à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Vous ne le savez peut-être pas, les personnes qui écouteront ce numéro, mais il y a eu quelques légers problèmes techniques. Je m'en excuse, les gars. Au col de la bonnette, c'est pas ta faute. Non, mais merci en tout cas. Bravo Nathan pour ta première. Merci également à Guillaume. Bonne fin de saison à vous. Bonne deuxième partie de saison à vous. Et surtout, régalez-vous Merci. bien. Liverpool la semaine prochaine quand même. C'est pas donné à tout le monde. Bravo. Ça, c'est beau. Sans doute l'une des meilleures équipes européennes à l'heure actuelle. On la meilleure, franchement. Et puis Romain, écoute, Vous l'aurez je vous annonce un scoop, on fera un match nul là-bas. Oh, ambitieux. Ambitieux. c'est noté. Partout. T'avais noté 2-1 pour Lille le vendredi soir. Tu m'as l'air Non, d'être. pour Nice. Non, mais vendredi soir, il avait dit 2-1 pour Lille. Ah, Oui, oui, tout à fait. Donc, ok. il m'a l'air plutôt pas mal en termes de pronostic. Passez une très très bonne soirée. Et puis nous, on se retrouve Merci. très vite pour un nouveau numéro. La Baeta et Sanissa. Ciao, ciao.